téléspectateurs, chers élèves, nous y voici à l'école groupe scolaire d'Aout Plus pour le chapitre qui concerne la régulation de la pression artérielle. Alors, dans le programme, nous avons vu que les organes entrent en communication soit par une voie hormonale ou bien une voie nerveuse. Et donc, sur la voie hormonale, nous avons vu deux chapitres qui consistent la régulation de la glycémie et la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme. Et donc, nous avons vu que la glycémie et la fonction de reproduction, tous les deux sont régulés à partir des hormones via les insulines, le glucagon ou bien l'adrénaline. Nous avons vu chez la fonction de reproduction que cette fonction est régulée par soit la testostérone, les hormones hypophysaires ou bien les hormones ovariennes. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir le dernier chapitre qui consiste à la régulation de la pression artérielle. Et donc ce chapitre, il y a des organes qui interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Et parmi ces organes, nous avons le cœur. Et donc il est très important dans un premier temps de voir d'abord les paramètres du cœur, quelles sont les activités du cœur, quels sont ses constituants et quelle est sa fonction. Et donc, dans un premier temps, on va d'abord voir l'activité cardiaque. Alors, il suffit de comprendre d'abord que, avant tout que, le cœur est constitué par deux oreillettes. Vous avez deux oreillettes, à savoir une oreillette droite et une oreillette gauche. Le cœur est constitué par deux ventricules, à savoir ventricule droit et ventricule gauche. Donc deux oreillettes droite, oreillette gauche, deux ventricules, ventricule droit et ventricule gauche. Alors, à noter que le sang entre toujours dans le cœur par les veines, puis entre au niveau des oreillettes, puis au niveau des ventricules, et enfin au niveau des artères. Donc le sang entre toujours dans les veines et sort par les artères, d'où le fameux bovin. Veine, oreillette, ventricule et artère. Donc le sang entre dans le cœur par les veines, puis au niveau des oreillettes, puis au niveau des ventricules et sort par les artères. Et donc il faut noter encore que le cœur est constitué par un muscle et ce muscle est appelé un muscle cardiaque, est constitué par un muscle cardiaque ou bien le myocarde. Et donc ce muscle appelé muscle cardiaque ou myocarde fait à ce que le cœur effectue des mouvements de contraction et de relâchement. Donc les mouvements de contraction et de relâchement du cœur sont faits à partir du muscle appelé le muscle cardiaque ou bien le myocarde. Alors, à savoir que le myocarde, qui représente un muscle, c'est un muscle qui est strié, non squelettique. Alors, c'est un muscle qui n'est pas comme les autres muscles, c'est un muscle appelé strié non squelettique. Pourquoi un muscle strié? Car le myocarde est composé par les éléments du muscle, à savoir les filaments d'actine, les filaments de myosine, mais aussi les sarcomères. Donc le myocarde est constitué par des filaments d'actine, des filaments de myosine et des sarcomères, d'où l'appellation des muscles striés. Ce muscle est appelé non squelettique par le fait que ce muscle n'est pas
reliés au squelette. Donc le cœur se trouve à l'intérieur des deux poumons et il est hors du squelette, raison pour laquelle il est appelé un muscle non squelettique, car il n'est pas relié au squelette. Cependant, puisqu'il n'est pas relié au squelette, il est appelé un muscle strié scalariforme. Ceci dit que les stries que constituent ce muscle sont disposés sous forme d'escalier, d'où l'appellation des muscles striés scalariformes. Donc, à noter que le muscle est constitué par le cœur plutôt est constitué par un muscle appelé strié non squelettique. Ce muscle, c'est le myocarde. Et donc, c'est le myocarde qui affecte le cœur à réaliser des mouvements de contraction et du relâchement. Ce muscle est strié non squelettique car il est constitué par les éléments des muscles, à savoir les actines, les myosines et les sarcomères. Il est non squelettique car il n'est pas relié au squelette et raison pour laquelle il est dénommé un muscle strié scalariforme. Donc c'est ça ce qu'on appelle en fait le myocarde. Et donc dans un deuxième temps, on va voir quels sont les mécanismes de l'activité cardiaque. Alors quand on parle de mécanismes de l'activité cardiaque, là vous avez des battements, vous avez des bruits, vous avez des pulses et vous avez des cycles cardiaques ou bien appelés la révolution cardiaque. Alors, à noter que les battements du cœur sont décelés dès les premières semaines de la vie embryonnaire. Dès les premières semaines de la vie embryonnaire, le bébé commence à manifester des battements cardiaques dès les premières semaines de la vie embryonnaire. Et donc, ces battements peuvent être écoutés par un appareil appelé un stéthoscope. Donc, ces bruits peuvent être écoutés par un appareil appelé stéthoscope. Et le stéthoscope sert à écouter les bruits normaux et anormaux. Donc le stéthoscope, qui est un appareil qui est constitué par un tambour et deux tubes, qui sert à écouter les bruits ou bien les battements cardiaques et à distinguer les bruits normaux et les bruits anormaux. Ça, ce qui concerne l'appareil stéthoscopique. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les pulses. Les pulses servent à mesurer ou bien à distinguer le nombre de battements cardiaques. Le pouce, on peut l'écouter soit en mettant la main au niveau du sein gauche, donc on sent les pouces, ou bien on peut mettre les doigts au niveau du cou, vous allez ressentir les pouces, et ici au niveau du poignet, vous allez encore ressentir les pouces. Donc il suffit de pointer le doigt au niveau du cou, ou bien la main au niveau du sein gauche, ou bien au niveau du poignet pour ressentir les activités cardiaques. Et donc, il ne suffit pas d'être un spécialiste pour savoir ou bien entendre les pulses du cœur. Et donc, ces pulses caractérisent le nombre de battements par minute. Et donc, il faut comprendre que le cœur va en moyenne, pour des individus normaux, de 60 à 80 fois par minute. Donc le cœur bat à 60 et à 80 fois par minute. Ça veut dire qu'en une minute, le cœur réalise 60 ou bien 80 battements par minute. Mais pour les individus, les jeunes de 5 ans, pour les jeunes de 5 ans, ils ont en moyenne jusqu'à 70 battements par minute.
Et à savoir que les pulses ou le nombre de battements du cœur varient en fonction de l'âge et de l'activité ou bien de la santé de l'individu. Pour les individus ou pour les jeunes, le nombre de battements cardiaques est très élevé. Par contre, pour les individus très âgés, le nombre de battements cardiaques est réduit. Et donc les pulses constituent de compter le nombre de battements cardiaques par minute. Alors on peut ressentir l'activité du cœur à partir des pulses. Ceci dit que, puisqu'on peut ressentir le cœur, les battements du cœur à partir de la main posée au niveau du sang, ou bien au niveau du cou, ou bien au niveau du poignet, ceci dit que le cœur est un organe qui est très, très sensible à écouter. Et donc, c'est ça ce qui concerne les pulses. Et pour la révolution cardiaque, la révolution cardiaque est composée de deux phases. Vous avez une première phase appelée contraction. La première phase est appelée contraction. Et la deuxième phase est appelée relâchement. Relâchement. Alors, pour la contraction, ici, vous avez ce qu'on appelle la pression maximale. Vous avez la pression maximale, ou bien appelée encore pression systolique. Pression maximale ou pression systolique. Cette pression est obtenue au cours de la contraction. Au cours de la contraction de quoi? Du myocarde. Car nous avons vu que le myocarde est un muscle capable de réaliser des mouvements de contraction et de relâchement. Et donc, ce cycle cardiaque ou bien cette révolution cardiaque est composée dans un premier temps d'une pression maximale appelée aussi pression systolique. Et au cours de la pression systolique, on assiste à la contraction du myocarde. Et au cours de la contraction du myocarde, on peut mesurer la pression maximale appelée pression systolique, notée PS. Cette pression est en moyenne de 120 mm de mercure. Ceci dit qu'au cours de la contraction du myocarde, on peut mesurer la pression exercée par le sang au niveau des artères, et cette pression est en moyenne de 120 mm de mercure. Et donc, la deuxième phase du cycle cardiaque, c'est la pression. Consiste à une pression minimale, ou bien appelée une pression diastolique. Et la pression diastolique permet le relâchement du myocarde. Permet le relâchement du myocarde, et à partir ou bien au cours du relâchement du muscle, on peut mesurer cette pression minimale. Et cette pression minimale ou pression diastolique notée P est en moyenne de 80 mm de mercure. Et en moyenne de 80 mm de mercure. Donc, à savoir que la révolution cardiaque est composée de deux phases. Vous avez une phase appelée contraction, et cette contraction du myocarde est obtenue au cours de la pression maximale ou pression systolique, et cette pression est en moyenne de 120 mm de mercure pour les individus en bonne santé. Et après la contraction du myocarde, le myocarde doit se relâcher et on assiste à la pression minimale ou pression diastolique qui est en moyenne de 80 mm de mercure pour les individus normaux. Et donc la pression, ou bien la pression en moyenne de l'individu en bonne santé doit varier entre 80 et 120 mm de mercure. Et donc, à noter que si l'individu réalise une révolution cardiaque mesurée à partir de 14 à 9,
Là, on dit que l'individu réalise une hypertension, ou bien lorsque cette révolution cardiaque est mesurée à 10 et 6, on dit que l'individu réalise une hypotension. L'individu réalise une hypotension ou bien une hypertension. Donc, l'intervalle moyen de l'individu en bonne santé, sa pression doit varier entre 80 et 120 mm de mercure. Si sa pression arrive jusqu'à 14 ou descend jusqu'aux valeurs de 9, donc l'individu court d'une maladie appelée hypertension, ou bien si cet intervalle varie de 10 à 6, on dit que l'individu plutôt réalise une maladie d'hypotension. Alors, vous avez ici des courbes qui caractérisent la révolution cardiaque. Dans un premier temps, vous avez cette première courbe. Cette première courbe est obtenue à partir d'un cardiogramme ou bien cardiographe. Cette première courbe est obtenue à partir d'un cardiographe qui est l'appareil qui sert à prélever ou bien à réaliser la révolution cardiaque. Et donc cette courbe est constituée de quoi? Vous avez une première phase de remontée qui constitue à la contraction du myocarde et une deuxième phase qui est une phase de descente qui constitue le relâchement du myocarde. Alors, au cours de la contraction, vous avez dans un premier temps, vous avez un systole auriculaire et un systole ventriculaire. Donc les deux systoles constituent la première phase de contraction du myocarde. Après la contraction du myocarde, vous avez un relâchement général qui est la descente de la courbe, qui constitue le relâchement général ou bien la mise au repos du cœur, et c'est ça ce qu'on appelle le diastole. Donc le systole ici consiste à la contraction du myocarde, donc le systole auriculaire et le systole ventriculaire, et le diastole représente le relâchement du myocarde ou bien la mise au repos du cœur. Et donc ça c'est une courbe obtenue à partir d'un appareil appelé cardiographie. Alors le deuxième courbe, ici, le deuxième courbe est obtenu à partir de ce qu'on appelle ECG, électrocardiogramme. C'est-à-dire c'est une courbe qui est obtenue à partir des ondes électriques qu'on dispose au niveau de l'organisme pour mesurer la révolution cardiaque ou bien le bon fonctionnement de la contraction et de relâchement du myocarde. Donc ECG signifie électrocardiogramme, et l'ECG ici permet de connaître l'activité électrique du cœur, autrement dit du myocarde. Par contre, le cardiographe qui va nous donner le cardiogramme, la courbe est appelée cardiogramme, et l'appareil c'est le cardiographe. Ici, le cardiographe permet en fait de connaître l'activité mécanique du cœur. Et donc ces deux courbes sont les mêmes. Ici, on utilise des ondes électriques P, R, Q, S, T. Donc ici, vous avez une onde de dépolarisation qui constitue le systole du myocarde. Et ici, vous avez une onde de repolarisation qui constitue le relâchement général du myocarde. Donc les deux courbes sont les mêmes, mais la différence est que la première courbe représente la courbe réalisée dans un cardiographe, et la deuxième courbe représente la courbe qui est réalisée au cours d'un électrocardiogramme. Et donc ici, vous avez là, en fait, la révolution ou bien le cycle cardiaque, d'où la contraction et le relâchement du muscle. Alors, cette révolution cardiaque ici, cette révolution cardiaque
et en moyenne de 0,9 secondes. Donc, pour avoir une contraction et un relâchement du myocarde, ça dure en moyenne à 0,9 secondes. Et donc, cette courbe varie en fonction de la santé et de l'âge de l'individu. Donc, cette courbe peut se raccourcir comme elle peut se rallonger. Donc, tout dépend de la santé et de l'activité de l'individu et de l'âge encore de la personne. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle la révolution cardiaque. Donc, à savoir des mouvements, des pressions systoliques qui sont mesurées à partir de la contraction du myocarde, ou bien systole, et des pressions minimales ou bien pressions diastoliques mesurées au cours du relâchement du muscle. Alors, pour finir cette première partie, on doit comprendre ou bien voir l'automatisme cardiaque. L'automatisme cardiaque. Alors, le cœur ici n'est pas un organe comme les autres organes. Il a été démontré par les chercheurs que lorsqu'on dénerve un cœur, d'énerver un cœur signifie tout simplement couper tous les nerfs qui sont liés avec le cœur. Lorsqu'on dénerve un cœur, on coupe tous les nerfs qui sont à la base du cœur. Le cœur continue toujours à battre. L'expérience a montré que si on isole un cœur de l'organisme, si on isole un cœur plutôt de l'organisme, c'est-à-dire si on enlève le cœur de l'organisme et mis en immersion, vous allez enlever le cœur de l'organisme et vous allez le mettre en immersion. Ce cœur continue toujours de battre. Continue toujours de battre. Alors, tout ceci, pourquoi lorsqu'on dénerve un cœur, il continue toujours à battre. Et lorsqu'on isole ce cœur de l'organisme, ce cœur continue toujours de battre. Tout ceci, tout simplement, car il existe au niveau du cœur un tissu spécial chez les mammifères, je précise bien, chez les mammifères, il existe un tissu spécial appelé un tissu nodal. Un tissu nodal, et c'est ce tissu qui permet au cœur de battre. Le tissu spécial appelé tissu nodal que contient le cœur, c'est ce tissu qui permet au cœur de battre même en étant isolé ou bien en étant dénervé. Et ce tissu est absent chez les autres muscles. Alors, il suffit de comprendre que l'expérience voudrait montrer tout simplement l'automatisme cardiaque, que le cœur a la capacité de mener une vie autonome, même en étant dénervé ou bien en étant isolé de l'organisme et mis en immersion, il continue toujours de battre. Tout ceci, car il existe un tissu spécial dans le cœur qui est absent d'ailleurs chez les autres tissus, et ce tissu est dénommé un tissu nodal qui permet au cœur de battre. Ainsi s'achève la première partie du chapitre qui constitue l'activité cardiaque. Donc on vous remercie. On se reverra pour la prochaine fois pour la deuxième partie qui constitue la notion de la pression artérielle. Donc on vous remercie. Passez une bonne journée.